Bonjour à tous et merci de votre participation pour ce premier webinaire à destination des profs de prépa. Donc, on vous propose aujourd'hui de passer une petite heure ensemble pour vous présenter dans un premier temps la banque d'épreuves 3A Polytech, les grands principes du concours Ingénieup avec des retours d'école et d'étudiants qui ont passé le concours l'an passé. Alors pour démarrer, on accueille Claude-Gilles Dussap, président du concours 3A. Donc bonjour Claude-Gilles et merci d'avoir répondu à notre invitation. Depuis plusieurs années, le concours Ingénieup est membre de la banque E3A Polytech. Et depuis 2020, la banque E3A est devenue la banque E3A Polytech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles modifications liées à ce changement peuvent avoir un changement pour les candidats? Bonjour à tous, tout d'abord, merci de m'avoir invité, de me donner la parole. Oui, il y a eu, comme vous le dites, une modification importante en 2020, puisqu'on est passé de l'ancienne banque d'épreuves E3A qui était gérée par l'ENSAM à une banque E3A Polytech qui est associée cette fois-ci au concours CCINP et qui permet donc d'avoir d'abord une économie d'échelle sur le passage des écrits et d'éviter de dupliquer un certain nombre d'épreuves entre les différentes banques de concours. C'est le premier avantage. Et puis aussi de s'élargir quelque peu à des candidats non métropolitains, puisqu'on profite ou on prend en compte finalement tous les centres qui sont ouverts par la banque CCINP à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer. Donc ça facilite grandement les choses et ça ouvre aussi des perspectives un peu différentes. Alors, il y a bien entendu, comme vous le savez, et comme les jeunes de classe prépa et ainsi que leurs prescripteurs, les profs de classe prépa le savent, il y a des épreuves qui sont communes avec CCINP, qui sont les épreuves de français philo, de langues étrangères, anglais et LV2, et puis une épreuve scientifique par filière, MP, PC, PSI, qui peut être de différentes natures, par exemple l'informatique ou les sciences industrielles AMP, etc. Et puis deux épreuves qui sont spécifiques à la banque 3A Polytech, une épreuve de mathématiques et une épreuve de physique-chimie. C'est-à-dire qu'on arrive à un système qui est un système hybride, assez clair, qui est regroupé dans le calendrier sur la même semaine avec les épreuves de CCINP, qui permet de candidater sur les deux banques à la fois, CCINP et 3A Polytech, bien entendu, avec finalement une journée d'épreuves supplémentaires, ou plutôt deux demi-journées supplémentaires, et qui permettent d'ouvrir à l'ensemble des écoles de la banque 3A Polytech, c'est-à-dire, si mon calcul est bon cette année, j'espère qu'il l'est, 71 écoles et sur les filières MP, PC, PSI, MPI cette année, pratiquement 3000 places qui sont ouvertes. Alors, parmi ces 71 écoles et ces 3000 places, il y a effectivement les écoles du concours Ingénieup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la diversité des profils des candidats? Les candidats qui viennent chez Ingénieup et donc par le canal de la banque 3A Polytech, ce sont des candidats de classe préparatoire de tout profil, c'est-à-dire enfin, plus exactement de profil MP, PC ou PSI et cette année MPI, bien sûr. Ce sont donc des candidats qui ont suivi toutes les classes préparatoires de France et de Navarre, je dirais, et qui ont envie d'intégrer des écoles d'ingénieurs qui sont à la fois originales et très diverses, et donc qui peuvent orienter des choix dans ces écoles-là, qui ont la possibilité d'orienter leurs choix dans ces écoles-là pour devenir de façon un peu originale ingénieurs et rentrer dans la vie active avec tous les atouts nécessaires pour trouver du travail très rapidement. Et dans tous les secteurs de l'ingénierie, je crois que le groupe Ingénieup nommait aucun d'entre eux, et en particulier tous les secteurs qui sont liés aux disciplines informatiques ou encore à toutes les disciplines de l'ingénierie, de la mécanique, les aspects environnementaux, etc. Merci. Est-ce que vous avez une idée du taux de réussite au concours 3A Polytech?
Le taux de réussite, il est toujours dans les mêmes secteurs. Je dirais que parmi tous les candidats qui viennent passer le concours, plus de 70% sont admissibles. Et je dirais qu'une fois qu'on a une admissibilité, en général, on a au moins, voire une ou plusieurs possibilités d'intégration dans les différentes écoles. Donc je dirais que plus de 70% des élèves de classe prépa qui présentent ces concours-là ont une chance d'intégrer, s'ils s'en donnent les moyens et s'ils passent les épreuves. Parce qu'il y a quand même une contrainte de passage des épreuves, ça paraît assez naturel. Il faut présenter toutes les épreuves à l'écrit qui sont nécessaires. Et puis, quand ceci est le cas, toutes les épreuves orales, bien entendu, c'est une condition sine qua non. Mais il y a, pour des élèves motivés, il y a d'excellentes chances de rentrer. C'est le principe même des classes prépa que de demander un travail qui est puissant, intense durant 2, voire 3 années, mais de se produire à la sortie des chances de poursuite d'études en école d'ingénieur qui sont des chances extrêmement fortes. Vous évoquez le travail à fournir pendant les classes de prépa. Est-ce que vous auriez des conseils à transmettre aux étudiants pour justement bien réussir les épreuves écrites de 3A? Travailler régulièrement, ça c'est le B à bas. Hein, c'est la classe prépa, c'est pas c'est une course de fond. Hein, il faut se dire qu'il faut travailler régulièrement et pas par à-coup. Pour réussir, et c'est vrai pour les épreuves 3A Polytech, CCI, INP, Centrale Supélec, etc. Hein, c'est vrai pour tous les concours, c'est une condition sine qua non. Plus particulièrement pour les 3A Polytech, où on essaie de concevoir des épreuves spécifiques qui sont progressives, intéressantes. Bosser ses cours. Il y a des questions de cours qui sont finalement, qui apparaissent dans les exos, et l'histoire montre que si on est capable de répondre à ces questions, eh bien, on se met, entre guillemets, hors d'eau, en quelque sorte, avec des chances de classement qui deviennent très importantes. Donc, bosser ses cours, euh, et ne pas aller chercher midi à 14 heures, quoi. C'est-à-dire que les épreuves sont conçues en guidant les candidats pas à pas dans des méthodes de raisonnement. Et après, ce que l'on va regarder, apprécier et évaluer, bien, c'est bien entendu la rapidité d'exécution. Hein. C'est sûr que tous les candidats de ce point de vue-là ne sont pas sur un pied d'égalité, mais c'est la rapidité d'exécution. Et dernier conseil qui est un conseil durant les écrits et qui doit être pris en compte dès maintenant, ne pas se mettre dans une situation où on va passer plus de 4 semaines d'écrits sans discontinuer. Voilà. Il faut bien sélectionner ses concours avant. Faut pas être réducteur, mais il faut situer son niveau en se disant de façon très pragmatique ou pratique, oui, j'ai une bonne chance d'intégrer à l'X ou aux ENS, ou non, j'ai pas de chance, donc je ne présente pas, et puis je regarde les concours, qui sont d'excellents concours et qui conduisent à d'excellentes écoles, qui permettent d'intégrer dans de bonnes conditions. Ne pas s'épuiser, quoi, en quelque sorte, pendant les écrits. Essayer de bien gérer son temps. Mais encore une fois, la recommandation de base, c'est le travail régulier. Très bien. Bon, on est au mois de décembre, donc il y a encore du temps pour préparer ce concours. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous donner peut-être les principaux atouts du concours 3A Polytech? Tous les concours ont leurs atouts. Je pense que le principal atout, c'est la diversité des écoles et des débouchés auxquels la banque ouvre. Et là-dessus, je vais pas, nous n'en avons pas le temps, et puis ça serait pas utile. Je vais pas décliner, faire un inventaire à la Prévert de toutes les écoles et de toutes les poursuites dans en ingénierat, enfin dans les 3 dernières années d'études avant le diplôme d'ingénieur. Je ne vais pas décliner toutes les écoles, ça ne serait pas utile. Mais l'atout principal, c'est certainement la diversité, le nombre d'écoles, le nombre de places, 3000 places,
pratiquement, hein, c'est 2950, sur les 3 filières MP, enfin 4 filières MP, PC, PSI, MPI. Sur ces 4 filières-là, c'est pratiquement un des plus gros concours. Le concours le plus important en nombre de places ensuite, c'est le concours CCINP. Et l'association des deux, c'est 60% des places, de l'ensemble des places offertes aux gens de CPGE. Donc, il y a intérêt à présenter ces concours. Je plaide pour ma paroisse. Ensuite, eh bien, je crois qu'il y a une attention très, très particulière à avoir au moment où on établit sa liste de vœux. Et il ne faut pas s'y prendre le 18 juillet pour boucler tout le 20 juillet. Les dates, vous les connaissez, elles sont publiées, je ne vais pas revenir dessus. Il faut bien la réfléchir et je dirais il faut bien étudier les écoles dans lesquelles vous voulez aller, ce que vous avez envie de faire, les villes, les secteurs d'activité, et ça, il faut bien le hiérarchiser. Il faut savoir, et j'insiste là-dessus, qu'une fois qu'une liste de vœux est verrouillée, c'est-à-dire à partir d'une date fixée, hein, qui est aux alentours du 22 juillet exactement, enfin vous avez tout sur les sites du SCI et autres, une fois que cette liste de vœux est fixée, avec son ordonnancement, avec la hiérarchie que vous avez donnée, ben on ne reviendra pas dessus. Ce n'est pas possible pour tout un ensemble de raisons, c'est absolument impossible. Donc il faut bien y réfléchir, il faut être très soigneux, et ça fait partie des atouts que du concours et de la banque 3A Polytech, et en particulier de l'Ingénieup, que de bien regarder quelles sont les écoles et qu'est-ce que vous avez envie de faire, et quels sont les univers dans lesquels vous allez vous projeter durant les 3 prochaines années, parce que finalement, c'est les 3 prochaines années. Après, le métier d'ingénieur rebrasse toutes les cartes, et finalement, vous vous retrouvez tous provenant de différentes écoles et de différents horizons, et puis c'est ainsi, et la vie marche ainsi. Très bien. Merci beaucoup, Claude Gilles, pour toutes ces informations. Bien évidemment, pour en savoir plus, ne pas hésiter à aller sur le site E3A Polytech, notamment avec le téléchargement possible de la notice avec toutes les explications, les coefficients. Il faut le faire. Il faut le faire. Ces notices-là qui font office de règlement de concours sont indispensables. S'il y a 15 pages ou 30 pages, je crois qu'elle fait la notice, à stocker sur un coin d'un portable, c'est bien ça qui vous permet de réétudier toutes les choses. À partir de là, vous allez sur les différentes écoles. Et c'est là que vous voyez, par exemple, dans le groupe Ingénieup, qu'il y a cette année, en 2023, un abandon pour un certain nombre d'écoles des épreuves orales, ce qui vous permet d'être directement classé après les épreuves écrites, donc de le savoir vite et de pouvoir préciser vos choix de classement vite. Voilà, vous avez ce type de choses, et tout ça, c'est dans la notice. Il faut la regarder, il faut se donner le temps de l'étudier, de la lire, de regarder comment ça marche, et surtout, si vous avez des questions avant le 11 janvier, qui est la date limite d'inscription, il faut les poser. Il ne faut surtout pas tarder là-dessus. C'est absolument essentiel. Je m'excuse de vous avoir coupé sur le téléchargement de cette notice. C'est absolument indispensable. C'est vrai pour les autres banques, hein, c'est la même chose. Tout à fait. De bien connaître les règles pour ne pas avoir de surprises et anticiper effectivement au moment des choix définitifs des vœux qui sont classés par ordre de préférence. Donc c'est effectivement important. Lire les règles jusqu'au bout, c'est-à-dire que, bon, oui, au mois d'avril, et c'est un tout petit peu plus tôt cette année que les années précédentes, oui, au mois d'avril, on passe des écrits, c'est important, etc., travailler régulièrement, mais se projeter jusqu'au bout du processus d'admission, enfin de sélection et d'admission. Très bien, merci beaucoup Claude Gilles. On va passer maintenant une rapide petite présentation en vidéo du concours Ingénieup. Le concours Ingénieup, c'est la voie d'accès privilégiée pour intégrer l'une de nos 12 grandes écoles d'ingénieurs après une prépa scientifique. Un réseau d'écoles en contrat avec l'État qui se distingue par ses valeurs fortes et emblématiques. Accompagnement personnalisé, pédagogie innovante, qualité de vie et d'enseignement. À chaque étudiant, son projet.
Le concours Ingénie Up, c'est aussi une démarche résolument gagnante, puisque 81% de nos étudiants trouvent un poste moins de 3 mois après l'obtention de leur diplôme. Faites donc le bon choix et rejoignez la communauté de l'une de nos 12 grandes écoles d'ingénieurs. Les inscriptions sont ouvertes à partir de mi-décembre sur le site du SCEI, sur les banques d'épreuves E3A Polytech et Banque PT. Retrouvez toutes les informations pratiques et nos conseils pour réussir sur le site concours-ingenieup.fr. Merci. Donc, en résumé, donc, le concours Ingénieup regroupe 12 écoles dans toute la France. Et pour 2023, c'est 401 places qui vont être proposées aux étudiants de prépa. Alors, quelques nouveautés à noter pour l'édition 2023, comme les évoquait Claude Gilles. Donc, on ouvre de nouvelles places pour la filière MPI. Alors, ces profils sont très recherchés par les écoles et bien évidemment par les entreprises une fois diplômées. Côté procédure, on a simplifié les classements pour plus de lisibilité pour les candidats. Donc, on est passé sur un classement en interfilière pour les MP, MPI, PC et PSI, avec une barre commune pour tous les campus Unilassal, pour les sites ICAM, pour ECAM Rennes et ECAM Lassalle, et enfin pour ECAM EPMI. Côté oraux, la procédure a également été simplifiée. Donc, tous les campus d'Unilassal, ECAM Rennes et ECAM Lassalle ont décidé de plus convoquer les candidats aux oraux. Et seuls les ECAM EPMI et tous les sites ICAM ont maintenu un oral. Alors, à noter, c'est que pour les ICAM, ce sera un oral commun, donc quel que soit le campus choisi, vous pouvez passer l'oral sur n'importe quel campus ICAM. Comme nouveauté également en 2023, Ingénieup s'est doté d'un nouveau site internet, un site qui est tourné vers les étudiants de prépa. L'objectif de ce site, c'est de donner des clés, des conseils pour bien préparer ses révisions, des fiches pratiques. Bien évidemment, on peut retrouver sur le site les annales des épreuves E3A Polytech et de la Banque PT des années précédentes pour pouvoir s'entraîner, des témoignages d'étudiants, de profs, voilà, pour réussir au mieux cette épreuve. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, ce qui fait la force de nos écoles, c'est une attention personnalisée au service de la réussite des élèves, un accompagnement basé sur l'écoute pour permettre à chacun de trouver sa voie et de réussir dans ses études. Le projet éducatif des écoles accorde une place essentielle à l'épanouissement et à l'engagement des étudiants, mais on y reviendra. Et aussi, nos établissements sont reconnus pour leur excellent taux d'employabilité. Donc voilà, choisir une école du concours Ingénieup, c'est vraiment un avenir assuré avec un emploi trouvé avant même souvent la remise des diplômes. Donc, je vous propose maintenant de laisser la parole aux étudiants et aux écoles pour un retour terrain. Donc, on a des étudiants avec nous. Donc, bonjour à Suzanne qui est en première année du cycle ingénieur à EPMI à Cergy, Romain à l'ICAM Strasbourg et Emmanuel et François également tous en première année du cycle ingénieur à Unilassal à Amiens. Bonjour à vous tous et merci d'être présents avec nous pour témoigner de votre nouvelle vie d'ingénieur en première année. Peut-être pour démarrer côté Unilassal Amiens, François, donc vous êtes étudiant en première année du cycle ingénieur. Qu'est-ce qui a été déterminant pour vous dans votre choix à l'issue de votre CPGE et comment vos profs de prépa vous ont préparé sur ce concours? Eh bien, dès l'ouverture de la plateforme SCEI, je devais donc présenter et postuler pour les concours. Et ce qui m'intéressait, en fait, c'est avant tout de travailler dans les énergies. Parce que c'est un domaine assez demandé et c'est un secteur qui m'intéressait parce que c'est là où je pouvais rendre le plus service aux autres. C'est pour ça. Et donc, toutes les banques de concours pour lesquelles je devais postuler en PC proposaient cette voie. Mais mes profs m'ont aussi conseillé, au vu de mon niveau, les écoles E3A.
Et c'est là que j'ai trouvé par des recherches la plateforme IngénieUp qui proposait ces concours-là. Donc c'est sur les conseils de mes professeurs que je me suis retrouvé dans ces concours. Très bien, merci. Donc pour vous, un choix sur vraiment, vous aviez une idée très précise d'un métier. Au moins un domaine, déjà un domaine. D'un domaine. Après, on voit, j'ai eu encore 3 ans pour construire mon avenir. Très bien, merci. Alors, Emmanuel, vous avez passé les épreuves écrites du concours E3A Polytech en mai dernier. Est-ce que vous avez une anecdote particulière ou des conseils que vous souhaiteriez faire passer pour les futurs candidats qui vont les passer fin avril 2023? Effectivement, j'ai une anecdote. En voulant réviser et en voulant trop bien faire entre les concours, et avec un peu de stress, j'avoue, je voulais réviser un maximum le soir en rentrant à l'hôtel pour le concours, pour l'examen le lendemain. Sauf qu'avec le stress, j'étais pas fatigué, je voulais pas dormir, et je voulais absolument travailler. Du coup, sur une nuit, au lieu de dormir normalement, j'ai dormi une heure ou deux maximum. Ça a beaucoup, j'ai beaucoup ressenti ma main pendant l'épreuve parce que en voulant trop bien faire, on s'est retrouvé très démuni par rapport à ce que mes capacités. Et je pense que ça a un peu bloqué mon travail dans ces épreuves. Des conseils à donner à ceux qui veulent passer des concours cette année, il ne faut pas voir le concours comme un sprint final avant la fin de la prépa, mais comme un marathon, il faut prendre son temps et savoir prendre du temps pour soi, pour se reposer. Je vais faire la même erreur que j'ai fait en voulant trop travailler, en ne pas voulant se reposer. Et il faut prendre du temps pour travailler, effectivement, comme vous l'avez cité plus tôt, vous allez bien. J'ai un deuxième conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas paniquer pour avoir tout révisé pendant la révision. Les programmes sont faits pour être très denses et très longs. Et même si vous n'avez pas le temps de tout réviser, il y a moyen quand même de se débrouiller. Les concours sont faits pour pouvoir que vous y réussissez. Très bien, merci. En fait, c'est ce que le conseil que donnait Claude Gilles Dussap, c'est un travail régulier et peut-être que les révisions de dernière minute qui parfois peuvent nous rassurer sont pas forcément très opportunes. Vous avez déjà bien bossé pendant 2 ans et ça suffit pour passer ce concours et peut-être le voir plus comme un tremplin que comme vous avez dit une ligne d'arrivée, je crois. C'est plus un tremplin pour la suite finalement. Pas faire trop confiance à son stress parce que le stress va vouloir nous forcer à travailler plus malgré le peu de temps qu'on a pour se reposer entre les épreuves. Il faut savoir aussi se donner du temps pour se reposer. Très bien, merci. Peut-être Suzanne, côté EPMI, est-ce que vous pourriez nous faire un retour d'expérience? Vous avez passé un oral. Comment ça s'est passé pour vous? Comment c'était organisé? Quel a été l'accueil? Alors pour ma part, l'oral s'est bien déroulé. Donc en arrivant à l'école, on a été accueillis par des étudiants du coup en 4e et 5e année. C'était afin de pouvoir leur poser des questions et aussi pour éviter de stresser. Ils étaient vraiment là pour nous mettre à l'aise. Donc c'est vrai que je stressais au début, mais en parlant aux étudiants, ils ont vraiment dit que les professeurs, ils allaient vraiment nous écouter. Et le but, c'était plus d'avoir un échange, une discussion entre l'étudiant et le professeur, et non pas juste des questions-réponses, questions-réponses. Du coup, après, en allant pour l'entretien, les questions qui ont été le plus posées lors de la discussion, c'était plus pour savoir la motivation qu'on avait. Ils vérifiaient si on avait fait des recherches aussi sur l'école quand même, pour vérifier qu'on était vraiment intéressés. Donc, c'était pourquoi on a passé ce concours-là, pourquoi cette école-là et pas une autre. Si on avait une idée de la filière qu'on voulait choisir. Et après, ils posaient plus des questions sur la vie de tous les jours. Est-ce qu'on pratique des activités extrascolaires? Est-ce qu'on souhaite prendre un appartement étudiant? Est-ce qu'on habite loin? C'est vraiment plus des questions pour apprendre à se connaître et vraiment voir notre motivation. Et du coup, vous, ce qui a, selon vous, fait basculer pour un retour positif, c'était votre motivation, la préparation, la connaissance de l'école? Oui, je pense que c'est plus la connaissance aussi de l'école parce que du coup, avant l'entretien, j'avais bien examiné la page du coup de l'ECAM pour vraiment savoir tout ce qu'ils proposaient. Et après, j'avais une idée du domaine dans lequel je souhaitais aller. Donc, je pense que la professeure a vu que j'étais vraiment intéressée. Et la discussion, elle durait environ une 15aine de minutes. Mais bon, finalement, elle a duré une demi-heure. Donc, je me suis dit, bon, c'est que ça a été alors. Très bien.
Merci. Peut-être vous donner la parole aussi, Romain. Donc vous êtes étudiant sur le site de l'ICAM à Strasbourg. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, voilà, comment se passent les cours à Strasbourg? Quelle est la vie étudiante? Est-ce que vous êtes engagé dans des associations? Comment cet accueil se fait? Alors, tout d'abord, on va dire qu'un semestre, il y a 2 parties de semestre, on va dire. On va dire que la première partie de semestre, ça va être plus des cours théoriques, etc. Tandis que la deuxième partie de semestre va être plus orientée TP, c'est-à-dire on va faire des travaux pratiques, utiliser ce qu'on a appris en théorique pour l'appliquer à la pratique. Sinon, sur la vie de campus, elle est très animée. Du fait qu'il y a de nombreuses associations pour pouvoir animer tout cela, c'est-à-dire autant sportives, musicales, artistiques. Et en plus, on a la chance d'avoir plusieurs écoles à côté, donc on peut tout de suite pouvoir faire des rencontres sportives entre plusieurs écoles, et c'est ce qui fait que du coup on a des supporters, des gens qui viennent tout le temps pour supporter nos équipes. Voilà. Très bien. Vous évoquez à la fois la densité des cours, le mode projet et la vie étudiante. Est-ce que vous arrivez à bien concilier les deux? C'est pas trop dur? Oui, ça va. Par rapport à la prépa, on a, je pense, largement plus de temps lié à la vie étudiante et même à nos passions en dehors de tout ça. Et évidemment, il faut trouver le juste équilibre entre travail et entre guillemets amusement, mais c'est quelque chose qui ça naturellement. Et voilà, on a quand même des notes assez souvent, donc ça permet de rectifier le tir et de s'améliorer et de trouver le juste équilibre. Je vois François Emmanuel qui a acquiescé sur le rythme différent de classe de prépa. Vous souhaitiez ajouter quelque chose? Eh bien, je pense que le fait qu'on ait beaucoup plus de temps libère beaucoup de choses. Et je pense que, pour ma part, j'ai le temps, par exemple, de trouver un sport qui me passionne, jouer un instrument, etc. Et donc, comme on a l'expérience du fait, avec la prépa, il y a qui est du fait qu'on n'a pas beaucoup de temps, là, on apprend quand même à prendre le temps, à gérer un peu notre temps, comme le disait Romain, à trouver le bon équilibre entre vie d'étudiante et vie personnelle. Donc, ça nous fait du bien. Je suis d'accord. Ça nous fait du bien. Super, tout en travaillant, je n'en doute pas. Merci à tous les quatre pour ces interventions. Restez avec nous, il y aura peut-être des questions qui vous seront adressées à la fin de la présentation. On va maintenant donner la parole pour cette dernière partie à des responsables pédagogiques et de la vie étudiante des écoles. Alors peut-être un premier sujet concernant le métier d'ingénieur. Donc on l'a vu, hein, les écoles du concours offrent un vaste choix de formations, préparent une grande diversité de métiers. On entend souvent parler de l'ingénieur généraliste. Alors Emeline Cellier, vous qui travaillez à ICAM La Salle, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette notion d'ingénieur généraliste? Qu'est-ce qu'on y met? Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, l'ingénieur généraliste, très concrètement, pendant le cycle ingénieur, ça veut dire qu'il n'y a pas de spécialisation comme on l'entend dans la plupart des écoles. Il y a pour certains un choix d'options, etc. Mais vraiment, on étudie dans tous les pôles d'enseignement de nos écoles à part égale. Ce qui permet de construire son parcours professionnel tout au long en fait, du cycle ingénieur et d'avoir vraiment 3 ans pour, avec les stages, les différentes possibilités de professionnalisation, les projets en entreprise, les projets de groupe, etc., de construire au fur et à mesure son parcours professionnel. Et puis, de ce fait, ça permet aussi de s'inscrire dans une multitude de métiers différents. Et puis, en fonction de la santé du marché du travail, ce qui signifie que s'il y a un domaine de l'ingénierie qui est un petit peu en moins bonne santé, ce qu'on ne souhaite jamais évidemment, eh bien, on peut quand même s'insérer sur un autre secteur de l'ingénierie avec ce type de diplôme d'ingénieur généraliste.
de ce fait, comme on peut s'insérer sur plein de différents domaines, c'est un profil, l'ingénieur généraliste, qui plaît énormément aux entreprises. On le voit avec la participation de nombreux partenaires d'entreprises lors de différents événements carrières sur le campus de toutes nos écoles, ce qui montre un fort engouement pour ce profil d'ingénieur généraliste, ce qui est confirmé par le chiffre qui a été mis en avant dans la vidéo qu'on a vue un peu plus tôt. Et par exemple, à ECAM-LaSalle, 46% de nos étudiants trouvent leur premier emploi avant même la fin de leurs études. Et nos étudiants ont l'occasion de pouvoir rencontrer plein d'entreprises lors de différents événements, que ce soit des soirées carrières, des rencontres, des visites de sites même. Donc, c'est vraiment un profil qui a de l'avenir, qui est très apprécié sur le marché du travail. Très bien, merci. En résumé, peut-être l'ingénieur généraliste, c'est un peu comme une sorte de couteau suisse qui est formé à différents domaines et qui va pouvoir s'adapter dans le monde de l'entreprise, d'où l'intérêt de ce type de professionnels par les entreprises. Tout à fait. Un ingénieur généraliste, il va être amené à travailler avec des ingénieurs spécialistes, évidemment, et il va comme ça pouvoir être exactement ce que vous avez dit, un couteau suisse, puisqu'il va pouvoir connaître tous les bouts des projets, en fait. Il va pouvoir prendre le projet par tous les bouts et avoir une vision globale d'un projet, ce qui permet vraiment de s'insérer dans différents secteurs, y compris les bureaux d'études, les bureaux de conseil, etc. Et on le voit, même à l'ECAM, on a des anciens étudiants qui viennent travailler dans notre école en tant que chargé d'études, là par exemple au service informatique. Donc ça montre bien qu'on peut s'insérer dans tous les domaines possibles et imaginables et dans tout type d'entreprise à la suite de ces études. Très bien, merci. On pourra compléter aussi sur d'autres exemples de secteurs d'activité sur les métiers auxquels nos écoles forment. Un autre sujet qui doit intéresser les profs de prépa qui nous écoutent, c'est la pédagogie qui est proposée dans les écoles. Donc pour ça, on accueille Séverine. Vous êtes directrice des études à l'ICAM au sein du parcours intégré. On a vu sur la présentation du concours Ingéniop l'importance de la pédagogie innovante basée sur l'apprentissage par la pratique notamment. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Bonjour à tous. Un petit peu dans la suite de ce que s'expliquait Emeline, effectivement, nos étudiants arrivent, ils sortent donc de prépa, ils l'ont fait à l'extérieur ou chez nous, avec beaucoup de théorie dans la tête, et on essaye effectivement de les amener petit à petit à une approche systémique en fait, et ça se passe essentiellement effectivement par la pratique, au travers de projets. Donc, on essaye d'avoir de plus en plus de manière transdisciplinaire pour pouvoir mettre en œuvre les différentes disciplines enseignées dans les écoles, concrètement autour d'un projet, et pouvoir réaliser ce projet. C'est-à-dire ne pas rester au niveau de la conception, mais aller vraiment jusqu'à la réalisation d'un prototype dans nos Fab Labs, par exemple. Donc, cet aspect pratique, il passe aussi beaucoup par les TP, qui sont nombreux dans les écoles. Donc, le temps d'apprentissage n'est pas que théorique, il passe beaucoup par les TP, au-delà des projets. Et puis, bien sûr, on va retrouver, on n'y pense pas, mais de nombreux stages qui sont vraiment une très bonne façon d'avoir une approche pratique du métier d'ingénieur et de s'en rendre compte de ce que l'on attend d'un ingénieur. Effectivement, les stages, c'est une partie importante dans le cursus ingénieur. Il y a aussi l'international qui est un effet important. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces différentes expériences à l'international ? Tout à fait. Aujourd'hui, on n'imagine pas diplômer un ingénieur qui n'ait pas une expérience internationale ou qui n'ait pas vécu l'international ou l'interculturel. Donc, il y a une obligation de toute façon de la CTI de vivre une expérience à l'international dans les cursus pour être ingénieur. Et donc, cela va se traduire par
plusieurs choses. Donc, on a parlé des stages. Donc, le stage peut se vivre à l'international, mais après, chaque campus propose des échanges avec des universités partenaires, soit sous forme d'un semestre, soit sous forme d'une année complète. Donc, en Europe, mais on pense souvent à Erasmus quand on pense échanges internationaux, mais ça se passe en Europe, mais ça se passe dans le monde entier aussi. Et après, on peut aller encore plus loin avec des doubles diplômes qui peuvent se passer à l'international ou en France. Donc, on a certains de nos étudiants qui effectivement, après les 3 ans, peuvent cumuler une longue période à l'international et donc être des profils extrêmement intéressants pour les entreprises. Vous évoquiez aussi, après la fin des études, est-ce que les étudiants peuvent poursuivre leurs études? Quel type de parcours peuvent être proposés après avoir un diplôme d'ingénieur? Alors effectivement, on a certains de nos étudiants qui souhaitent continuer. Alors pourquoi? Alors on parle à peu près d'une dizaine de pourcents par rapport à nos promotions. Leur objectif, il peut être double en fait. Certains souhaitent donc avoir un double diplôme pour acquérir une nouvelle compétence, c'est-à-dire élargir vraiment leur champ de compétences. Je pense par exemple à des doubles diplômes plutôt orientés commerce ou achat, gestion de projets internationaux. Enfin voilà, on est dans une ouverture. Et certains, à l'inverse, veulent plutôt rentrer en profondeur dans une connaissance et donc chercher un double diplôme de spécialisation qui va donc contrebalancer l'aspect généraliste dont Emeline nous parlait tout à l'heure. Voilà, donc on a tout un panel de propositions en France et à l'international, et chacun peut comme ça trouver ce qui va correspondre le mieux à son projet professionnel. Très bien, donc peut-être pour résumer les deux interventions, Evelyne et Séverine, un ingénieur qui entre dans nos écoles, enfin en tout cas un étudiant élève ingénieur, va pouvoir se spécialiser au fil de son parcours sur différents sujets, soit faire le choix d'être généraliste ou de se spécialiser sur différents aspects au cours de ses études ou même après ses études d'ingénieur. Merci. Enfin, peut-être pour terminer, un focus sur la professionnalisation des parcours d'études dans les écoles du concours. Claude Jean Pillet, vous êtes directeur de la communication et de la vie étudiante à ECAM EPMI à Cergy. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quoi les écoles proposent des études professionnalisantes? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Oui, donc on a j'espère que vous m'entendez correctement. Oui, très bien. Donc, très bien. Pendant que je vous écoutais, j'ai rédigé comme ça une petite définition très simple, très synthétique de notre école professionnalisante, qui est pour nous en fait une école qui va préparer ses élèves à la vie professionnelle en fait, au monde professionnel, et qui va les accompagner jusqu'au premier emploi via un certain nombre de supports et d'actions tout au long de leur cursus. Alors, qu'est-ce qui rend une école ECAM plus professionnalisante que les autres? Je dirais qu'on est tous d'abord établissement ESPIG, on est tous un peu dans le même esprit, dans l'idée qu'on va absolument accompagner et préparer nos étudiants. Alors, je voudrais pas être redondant par rapport à mes deux consoeurs précédentes. Je dirais que bien sûr l'élément fondamental, c'est certainement les projets et le travail en mode projet. Alors chez nous, ça représente à peu près 20% du temps d'études. Ce sont des projets soit d'ingénierie en cycle ingénieur, et on donne également le choix à nos étudiantes et étudiants de réaliser des projets avec des associations. C'est-à-dire des projets où ils vont peut-être moins approfondir l'aspect technique, mais plus s'intéresser justement à valoriser leurs compétences au niveau des soft skills, du management de projet, de la créativité. Car aujourd'hui, on demande finalement à une ingénieure ou un ingénieur d'être à la fois quelqu'un qui est compétent techniquement et en même temps qui est également un manager compétent, une manageuse compétente, et quelqu'un de créatif et réactif, hein, c'est les fameux créatifs, et aussi proactifs. Voilà. Donc finalement, l'ingénieur généraliste qui suit un cursus professionnalisant, c'est ça. Et puis, bien sûr, on a le stage, vous en parliez, mesdames. En ce qui concerne ECAM EPMI, on a 12 mois de stage répartis sur 3 ans de cycle ingénieur, voilà, avec bien sûr le stage de fin d'études, qui est finalement un levier, hein, une sorte de levier, une passerelle directe
vers le premier emploi. On a également, pour insister sur l'aspect professionnalisant, mais comme dans de nombreuses écoles d'ingénieurs de notre groupe, de notre réseau, on a des cours de spécialité de 3e année quand même, qui sont dispensés par des professionnels en activité. Hein. On a des experts toujours professionnels qui participent à l'élaboration des contenus de nos cours, pour qu'ils soient toujours en phase en fait avec l'actualité et qui puissent anticiper les demandes futures. Voilà, on a des partenaires, encore une fois, qui sont impliqués dans la vie de l'école, donc qui sont dans le contenu des cours, dans notre conseil d'administration, aussi bien au niveau du conseil de perfectionnement, conseil scientifique, projet de recherche et développement. En fait, j'allais dire, le partenaire professionnel et l'entreprise sont présents à de nombreux niveaux. Voilà, donc je voulais insister sur cette interaction permanente avec le monde professionnel et les écoles de type ECAM. Voilà. Très bien, je vous remercie. Effectivement, le fait du modèle associatif des écoles du concours Ingéniop, voilà, fait qu'elles sont en proximité avec les entreprises. Vous l'avez évoqué, effectivement, dans les conseils d'administration, dans des stratégies même parfois de création de diplômes ou de spécialités en lien avec les besoins locaux aussi des entreprises, donc avec des débouchés bien évidemment assurés derrière. Et concrètement, cette professionnalisation, elle est travaillée avec les étudiants, mais quels sont les effets sur eux de tous ces stages ou ce travail en mode projet? Quels sont les atouts de ces étudiants? Bien, écoutez, de toute façon, déjà, nos étudiantes et étudiants, bon, je pense que Suzanne, à mes côtés, pourrait en témoigner, ce sont des profils qui sont... donc, on les entraîne à être des profils agiles, polyvalents, bien sûr, parce que généralistes, donc nécessairement polyvalents, et qui seront immédiatement opérationnels en entreprise, en fait. C'est ça la grosse différence. Du fait d'avoir eu, on va dire, une expérience vécue professionnelle à travers les stages, qui soient bien sûr en France comme à l'international, ça leur permet finalement, on va dire en fin de 2e année du cycle ingénieur, on va dire qu'on a déjà des ingénieurs. Voilà, on a des ingénieurs qui sont prêts, manque l'année de professionnalisation qui leur permet d'entrer dans le vif du sujet. Ce qui fait que à la sortie, ils sont effectivement recherchés parce que ils sont déjà opérationnels et surtout ils sont en affinité avec la réalité de l'entreprise. Voilà, j'allais dire en affinité, ça me semble être le bon terme. Après, très important aussi, on en parlait tout à l'heure, c'est le fait qu'ils ont acquis des compétences complémentaires à celles de l'ingénieur, les compétences scientifiques et techniques bien sûr, mais également créatives, managériales, production. Ils ont, j'allais dire, toute une palette de talents qui viennent effectivement, finalement, leur permettre même d'être compétitifs, même pour des postes de type ingénieur commercial. Voilà. Hein. Okay. Donc, et puis enfin, le taux d'insertion, Emeline en parlait tout à l'heure. Alors, oui, bien entendu, on sait que dans les 6 mois, on place, quelles que soient nos écoles, on sait que dans les 6 mois, on place entre 80% et 100% des étudiants. Après, c'est une comparaison de chiffres qui nous sert effectivement de vitrine sur les salons. Mais globalement, oui, on peut afficher des taux de professionnalisation qui sont au-dessus de la moyenne. Voilà. Très bien, effectivement, qui sont très bons. Voilà, c'est vraiment une récurrence aussi dans les écoles d'ingénieurs et les étudiants qui font une CPGE le savent bien. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils passent les concours pour intégrer des écoles d'ingénieurs. Merci à tous pour vos interventions. Peut-être qu'on a eu des questions, qu'on a des questions en direct sur le live. Alors, quelle différence entre les écoles généralistes d'Ingéniop et l'ENSAM? Alors, je vais me permettre de prendre la parole pour répondre à cette question. Bien évidemment, l'ENSAM est public, nous sommes des écoles privées, c'est quand même une différence qui est importante de mentionner pour les personnes qui nous écoutent, mais c'est également une différence dans les tailles des promotions. Dans nos écoles, les promotions sont beaucoup plus réduites, ce qui permet, comme on l'a dit et répété, je pense, tout au long de chacune de nos interventions, un accompagnement personnalisé et une pédagogie adaptée aux attentes des étudiants et aussi des entreprises. Voilà. D'accord, à des plus petites promotions notamment. Est-ce qu'on a d'autres questions qui sont remontées?
Alors, quel est l'avantage du concours par rapport aux accès classiques par dossier? Claude, Gilles, vous voulez répondre? Je suis en direct là, c'est bon? Oui. Quand on est en CPGE, il faut passer des concours. C'est le principe même de la CPGE que de conduire à des concours. Donc après, on peut faire des dossiers, mais les dossiers, quand ils viennent de CPGE, sont très difficiles à évaluer. Donc la conclusion est simple, hein, quand vous êtes en classe prépa, il faut passer des concours, même que vous n'en passeriez qu'un seul, vous vous ouvrez la possibilité à de nombreuses écoles et pratiquement tous les métiers d'ingénieur. Les dossiers restent des éléments difficiles à évaluer. Une classe prépa, c'est une classe prépa, mais chaque classe prépa dans un lycée à un endroit X est différente d'une classe prépa à un autre endroit dans un autre lycée. Oui, si je peux me permettre de compléter pour aller dans le même sens que Claude Gilles, ça permet, comme tout concours, hein, ça a des avantages et des désavantages, mais l'avantage certain, c'est de pouvoir comparer, surtout classer les étudiants qui ont tous passé les mêmes épreuves, donc sur une base qui est la plus juste possible pour nos recrutements. Merci. Je confirme. Est-ce qu'on a d'autres questions? Les écoles ouvrent-elles leurs portes aux candidats? Donc, sur une question sur les JPO, j'imagine. Quelqu'un veut répondre? Moi, je peux répondre à tout ça. Oui. Oui, les écoles ouvrent les portes aux candidats, déjà par les JPO, mais également, nous, on organise également des journées d'immersion pour les élèves de terminale, voire de CPGE, pour qu'ils se rendent compte qu'est-ce qu'on fait en une journée. Donc, ça peut être sur des travaux pratiques ou bien des cours théoriques. Très bien. Et toutes les dates des JPO et des immersions sont sur le site du concours Ingéniop, sur les pages écoles. Vous pouvez les retrouver. Je pense que, si je peux me permettre, c'est très important. Alors, je sais qu'en prépa, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est quand même important d'aller sur les sites, se rendre compte de l'ambiance de l'école, de ce qui est proposé, que ce soit en termes associatifs, Romain l'a dit tout à l'heure, mais en termes pédagogiques, le matériel, les labos qui sont présents. Voilà, parce que quand on s'engage pour 3 ans, donc c'est important de pouvoir sentir un petit peu l'ambiance, et la journée porte ouverte est un très bon moyen de le faire. On a une autre question sur les JPO. Faut-il faire les JPO en prépa? C'est mieux, mais on n'a pas le temps. Voilà. Oui, pour aller dans le sens de Séverine, c'est vrai que les journées portes ouvertes, c'est vraiment l'occasion, avec les journées d'immersion que la plupart des écoles organisent également, de se rendre compte, est-ce que le campus nous plaît, est-ce que les locaux sont bien placés, etc., par rapport à la ville dans laquelle elle se situe, et puis de rencontrer les étudiants. Là, on a la chance pour notre webinaire d'en avoir 4 parmi nous, et c'est quand même essentiel de pouvoir discuter avec des pairs pour se rendre compte de l'expérience des jeunes. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, quelle différence de rythme entre la CPGE et l'école d'ingénieurs? Alors, peut-être que les étudiants peuvent répondre. Suzanne prend le micro. Ah, on ne vous entend pas à Sergi. Là, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Du coup, je disais que le rythme, il y a vraiment un vrai changement, parce que c'est vrai qu'en CPGE, déjà, on a souvent cours toute la journée de 8h à 17h, sachant qu'on a aussi les 2 cols, donc les 2 euros plus un DS de 4 heures par semaine. Donc, c'est vraiment un rythme intense. Alors que dans l'école d'ingénieur, on a vraiment le temps, du coup, comme on l'avait dit auparavant, d'avoir une vie associative, et que l'emploi du temps est fait en telle sorte qu'on ait le temps et d'assister aux cours forcément, et à côté, pratiquer des activités extrascolaires et avoir une vie associative. Et on n'a pas, du coup, toujours cours tous les jours. Hein. Enfin, on a cours tous les jours, mais pas de 8h à 17h tous les jours. Donc, ça nous laisse vraiment le temps.
Merci. Et parce que du coup, comme j'étais intéressée par moi, le domaine de la finance, le projet associatif, ça m'a vraiment aidé parce que du coup, il y a une association de finance qui me permet d'en apprendre davantage sur cette filière-là. D'accord. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Bon, et merci à tous. Donc, en résumé, surtout, prenez bien le temps de consulter la notice du concours E3A Polytech, voilà, pour faire des choix éclairés. C'est vraiment un concours qui propose énormément de places avec de bons taux de réussite. Une simplicité dans les épreuves avec des barres d'admission qui ont été un petit peu simplifiées pour essayer de clarifier aussi l'organisation des concours pour les candidats. Inscrivez-vous sur le site du SCEI, allez à la rencontre des écoles et puis n'hésitez pas à revenir vers nous au niveau Ingéniop ou vers E3A Polytech si vous avez des questions plus spécifiques sur les coefficients, l'organisation des écrits, etc. Voilà, merci à tous. Bonne journée et bonne révision pour les étudiants. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.